Je vais vous parler d'un sujet vraiment très attirant, la comptabilité. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Ça, c'est un sujet. La comptabilité, ça, c'est un sujet sexy. Je pense qu'on va faire des vues avec ça. Alors, la comptabilité, on va essayer de voir deux choses dans cette chronique. On va essayer de voir l'importance de la comptabilité et la représentation de la vérité. Parce que finalement, il s'agit d'élever le sujet. Le sujet, c'est le monde, la représentation du monde dans lequel on s'entoure. Et puis, on va parler un petit peu de la comptabilité pour les gens qui suivent Goldratt, qui est évidemment l'alpha et l'oméga du management. Donc, ce qui est certain, c'est que on est capable d'améliorer que ce que l'on mesure. Donc, on peut se mettre d'accord sur le fait que la compta est quelque chose qui est essentiel. Pour autant, on a constaté que les entrepreneurs n'aimaient pas trop la compta. Je pense que c'est le synonyme pour eux de la bureaucratie, voire même ils y voient l'œil du fisc et ils n'ont pas vraiment tort. C'est-à-dire que le fisc, lui, il a un autre dicton. C'est pas on ne peut améliorer que ce qu'on mesure, c'est on ne peut taxer que ce que l'on mesure. Donc, à partir du moment où on mesure des bénéfices, on peut les taxer. Mais on peut aussi taxer des tas d'autres choses. On peut taxer les salaires, on peut taxer les investissements. Selon les investissements que vous avez faits, on va vous faire des impôts, des impôts de production, histoire de bien vous planter encore. Alors, pour autant, la compta, c'est essentiel parce que au commencement était le verbe. C'est la première leçon de la Bible, c'est tout a commencé par le verbe. Et ça a d'ailleurs donné le 8e commandement de Jordan Peterson, dis la vérité ou au moins ne mens pas. Donc, vous trouverez les 12 premières règles dans les 12 règles pour la vie. Et c'est un ouvrage essentiel puisque, en fait, Jordan Peterson nous explique que le monde, notre représentation du monde, la façon dont on voit le monde, cette façon qu'on a de passer d'un individu qui est non conscient, qui est le nourrisson, à un enfant qui a une idée de ce qui l'entoure, c'est quelque chose qu'il estime être très très proche de ce premier épisode de la Bible où on dit au commencement était le Verbe, la Genèse. Il dit en fait la Genèse, ça décrit cette façon que nourrissons, on a de commencer à accumuler des données entre elles, des représentations, et on va y mettre des mots dessus. Donc il y a un moment où le nourrisson qui voit quelque chose qui apparaît subitement et puis qui a une forme un peu ovale avec deux points noirs et puis des trucs blancs là qu'on appelle les dents. Il va appeler ça maman et il va recevoir encore plus de caresses. Donc, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et puis, il va associer donc caresses, nourriture, cette espèce de forme qu'il a devant lui à ce concept de maman. Et pendant toute notre vie, on va améliorer ce concept de maman.
selon qu'elle a été une bonne mère ou pas. Vous allez avoir un concept différent selon que vous allez lire des romans ou regarder des films. Vous allez modifier votre idée, représentation, image de maman. Alors, la règle 8 de Jordan Peterson, dire la vérité, nous met en garde contre le fait de croire à des fausses réalités. C'est-à-dire que dire la vérité, c'est la vérité qui est autour de nous, et c'est par exemple ne pas se reposer sur des simplifications, des choses qui nous paraissent euh, des sortes d'évidences, alors qu'on a des éléments qui nous permettent de voir dès maintenant que c'est pas vrai. Après, se reposer sur la raison et seulement la raison n'est pas mieux. L'exemple que donne Peterson, c'est Lucifer. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Et donc, il est parti du paradis, il s'est mis en opposition avec Dieu, car il estimait être le porteur de la raison, celui qui sait et qui peut l'imposer aux autres. Et l'autre exemple de ce que Peterson énonce comme raison pour laquelle il faut dire la vérité, c'est que ne pas savoir dire non, c'est une façon de ne pas respecter la réalité, la vérité. C'est une façon de ne pas dire la vérité. Alors, il y a des raisons pour lesquelles il faut dire la vérité. La première raison, c'est que si on dit des mensonges, on trompe les autres. Et on est dans une vie sociale, donc si on trompe les autres, ça va se savoir, se comprendre, et donc on va perdre euh, de la capacité à vivre socialement son jeu. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on se trompe soi-même. Et ça, c'est très intéressant parce que beaucoup pensent qu'ils vont arriver à raconter des mensonges et en être indemnes. Beaucoup pensent qu'en fait, les mensonges, ils savent très bien eux-mêmes que ça en est, et donc du coup, c'est pas grave. La réalité, c'est que vos mensonges vous infectent. Vos mensonges vont effectivement avoir un impact sur vous-même, puisque ça déforme, ça modifie votre représentation de la réalité. Beaucoup d'entrepreneurs vont arrondir les chiffres d'affaires qu'ils font ou vont finalement prendre les chiffres d'affaires qu'ils pensent faire sur l'année et expliquer qu'ils les ont fait l'année dernière, histoire de gonfler un peu leur importance, leur taille, d'avoir un peu plus d'impact sur les clients, etc. Je me souviens particulièrement d'entrepreneurs qu'on avait accompagnés qui avaient une croissance très impressionnante, puisqu'ils sont passés de 0 à 10 millions en 4 ans. Mais sur leur plaquette, ils avaient légèrement décalé les chiffres, donc on avait l'impression qu'ils faisaient 10 millions à la troisième année. Et qu'ils faisaient 3 millions à la deuxième et 1 million à la première année. Bon, ça ne s'était pas passé exactement comme ça. Alors, ça les a certainement aidés à aller plus vite, puisque quand on dit à un client qu'on fait déjà 10 millions, bah, il a moins de problèmes à nous confier un contrat d'1 million. Mais ça modifie votre perception de la réalité, ça modifie du coup les décisions que vous allez prendre. Donc, la compta est une représentation de la réalité. Et vous voulez une représentation juste et réaliste. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez prendre des mauvaises décisions. Vous allez prendre malgré vous
des décisions qui seront alignées sur cette représentation que vous professez partout. À ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en tirer de manière indemne, je vous rappelle cette expérimentation qui est faite dans des universités américaines où on demande à des étudiants qu'on a mesurés comme étant racistes, on leur demande s'ils peuvent nous aider à faire un devoir qu'on doit rendre pour la semaine prochaine et on est en retard. On a besoin de leur aide et c'est un devoir sur pourquoi il ne faut pas être raciste. Et ces étudiants vont vous dire, oui, bah, moi je ne suis pas d'accord avec, mais bon, t'inquiète pas, je peux te faire je connais bien les antiracistes, je vais te faire un devoir qui va coller avec ça. Et on a mesuré qu'ils étaient devenus moins racistes. On a mesuré qu'il y avait un impact à demander à quelqu'un d'écrire quelque chose auquel il ne croit pas sur un support. Donc, vous pensez qu'en racontant des mensonges, vous allez ne pas les croire et garder de la distance par rapport à ça. Pensez à des racistes devenus antiracistes. On n'imaginait pas que c'était possible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette compta qui doit être juste et réaliste? Ben, on parle finalement d'une compta qui serait plus une compta économique. Une compta qui saurait garder une distance par rapport à des opérations de réduction du profit ou à des opérations au contraire d'augmentation du profit. Et une compta qui aurait avec elle la culture du throughput. Alors, qu'est-ce que j'évoque là? Ben, regardons ça dans le détail. Les opérations de réduction du profit, c'est souvent des choses que l'on fait dans un but fiscal. On veut réduire le profit apparent qu'on est en train de faire. Donc, comment on fait ça? Ben, par exemple, on va utiliser des amortissements accélérés. C'est-à-dire que on va acheter une machine, on va l'acheter pour 1 million et on va prendre une règle fiscale qui nous permet de l'amortir en 3 ans. Donc, on va enlever 300 000 euros du profit de l'entreprise. La réalité, c'est que cette machine, on va l'utiliser 10 ans. Bah oui, mais elle est amortie ou elle n'est pas amortie? Donc, on a moins d'impôts, mais on n'est plus dans la réalité. La même chose avec les stocks. Patrick et moi-même, vous avons parlé ces derniers temps de la question de l'inflation. Ce n'est pas la même chose d'utiliser une méthode FIFO ou LIFO. FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out. FIFO, j'ai acheté des produits pour des fournitures pour livrer, pour faire mes propres produits, des matières premières. Je les ai achetés il y a 1 an. Elles coûtaient 25% moins cher. Quand je les sors du stock, c'est ces produits 25% moins chers que je vais euh, euh, sortir du stock. Ou bien, je viens d'acheter un produit que j'avais acheté qui était en stock à 150, mais je viens de l'acheter 200. Donc, je le sors de stock à 200. Pourquoi? Bah parce que les nouveaux produits que je vais devoir racheter pour compenser vont être à ce dernier prix. FIFO ou LIFO? Il y en a un qui favorise des stocks importants par rapport à l'autre dans un contexte d'inflation. Les provisions, est-ce que le client va me payer ou pas? Est-ce que
je vais avoir des retours clients. Ça a l'air de rien. Une entreprise comme Hewlett-Packard a annoncé, à la surprise de tous, que leurs résultats avaient été surestimés de 400 millions. Ils avaient 400 millions de résultats qu'il fallait faire disparaître, qui avaient disparu. 400 millions, c'est une petite erreur. Là, notre prof de finance à Stanford disait la comptabilité, c'est une matière qui est juste au centième près. Donc le comptable est capable de dire, Monsieur le Président, le profit pour l'année dernière était de 300 242 512,13. Pour les 13, je suis sûr à 100%. Pour les autres, je ne sais pas. Quand on va provisionner, par exemple, dans le cas de HP, c'était ça, les retours clients, c'est-à-dire qu'on va dire, on envoie des imprimantes dans un réseau de distribution, et d'habitude, à la fin de l'année, il y a 10% qui revient, c'est-à-dire d'imprimantes qui n'ont pas été vendues. Et donc, je vais considérer que le chiffre d'affaires que je fais, c'est le milliard de produits que j'ai envoyés dans le réseau, moins 200 millions qui vont être ce qui va revenir à la fin de l'année. Et bien, à la fin de l'année, mauvaise surprise, le réseau nous a renvoyé 600 millions en disant ces trucs-là ne se sont pas vendus. Ben, difficile de le savoir avant. On avait provisionné 200 millions, mais pas 600. Le résultat, ils viennent prendre 400 millions à la baisse. Tout ça, ça nous entraîne sur la question de la reconnaissance des ventes. À partir de quel moment on a une vente? Est-ce qu'on a une vente quand on a fait une facture? Est-ce qu'on a une vente quand le produit a été livré? En compta, c'est supposé être quand le produit a été livré. Ça nous est arrivé d'avoir des clients qui avaient fait une facture qui était certaine à, à des clients et le comptable leur a dit, mais oui, mais c'est pour des produits à livrer plus tard. Tant qu'on n'a pas livré les produits, on ne peut pas les mettre sur le compte de résultats actuel. Ça baisse le profit. Et dans le cas présent, ce n'était pas vraiment quelque chose de fiscal, ce n'était pas vraiment quelque chose de prévu. Est-ce que ça représentait bien la réalité? Ah, effectivement, on peut se dire que la réalité, c'est qu'on a vraiment vendu le produit que quand il a été livré, car sinon, on va avoir un conflit avec le client et que du coup, on va avoir des provisions à enregistrer, etc. Les opérations d'augmentation du profit, c'est en général plutôt dans un but financier. On veut vendre l'entreprise, on cherche à montrer qu'elle est très rentable. C'est à peu près les mêmes techniques, mais à l'envers. Maintenant, il y a quelque chose qui est beaucoup plus perturbant pour l'entrepreneur. Ce sont les non-charges. C'est-à-dire qu'on voit autour de nous des entreprises qui ont une dette techno. Ils n'ont pas investi suffisamment dans la technologie et ils prennent du retard. C'est-à-dire que quand ils font 2 millions de profits, peut-être que ça n'aurait dû être que 1 million et une dépense d'1 million dans une équipe qui va s'occuper du système d'information, qui va en faire quelque chose de performant. Autre exemple, les ressources humaines. Des entreprises qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont pas un encadrement suffisamment nombreux et formé. En apparence, c'est une entreprise qui fait des profits. En réalité, c'est une entreprise qui fait des profits en ne comptant pas des charges qu'elle aurait dû faire de manière mécanique.
Alors là, pour autant, le fisc ne va pas venir vous dire, ah ben, tu sais quoi, ton profit à 2 millions, en fait, il devrait être à 1, donc je ne vais te prendre de l'impôt que sur 1. Non. Le fisc, il regarde que ce qu'il a perdu lui, pas ce que nous, on a perdu. La culture du throughput, donc le throughput, c'est la façon qu'a Goldratt de décrire la valeur ajoutée encaissée. Hein, le throughput, en fait, c'est quand même plus simple. Alors, pour Goldratt, il ne faut pas parler du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça n'existe pas. On a uniquement le throughput. Donc, la valeur ajoutée encaissée, c'est-à-dire qu'on va prendre euh, les ventes et on va y enlever ce qu'il a été nécessaire d'acheter pour livrer ces ventes. Donc, tous les fournitures, matières premières et éventuellement le transport et les choses qui sont directement reliées à la vente d'un produit. Et on va comparer ça aux frais fixes, et c'est les deux qui vont nous donner un profit. Et après ça, on comparera le résultat aux investissements. Alors, euh, si on fait throughput moins les frais fixes, ça donne le profit. Si on fait profit divisé par investissement, ça fait le rendement. Et on a à peu près tout ce qu'il faut savoir sur une entreprise. Sauf que l'investissement, pour Goldratt, c'est beaucoup plus que les immobilisations. Pour Goldratt, les investissements, c'est tout l'argent immobilisé dans la société. Donc les IMO, c'est-à-dire le matériel qu'on a acheté pour plusieurs années, le matériel informatique, les immatériels, une marque, un fonds de commerce qu'on a acheté, les immobilisations financières, des participations qu'on a dans les sociétés, mais aussi les stocks. Bah oui, les stocks, c'est de l'argent qui est bloqué dans notre société et qu'on va garder pour longtemps parce qu'on a toujours besoin de stocks. Mais c'est vrai aussi des créances. Vous voyez, c'est une compréhension de tout l'argent qui est bloqué dans notre société. Et si on ne le mesure pas comme tel, eh ben, on ne réalise pas qu'on en a mis trop ou pas assez, puisqu'on va le comparer avec le profit. Alors, en conclusion, la première conclusion, c'est de ne pas mentir. Je pense que vous avez tous compris ça. À chaque fois que vous mentez aux autres et vous mentez à vous-même, c'est-à-dire que vous détériorez votre perception de l'environnement et du coup la qualité de vos décisions. Le deuxième point, c'est de prendre soin de sa compta. Ça veut dire passer du temps sur la compta, passer du temps avec les comptables et sur l'architecture de cette compta. Vraiment avoir une compréhension parfaite de comment se passe la comptabilisation dans votre organisation. Mon dernier point, bien entendu, il faut que vous lisiez Goldratt. Mais ça, on ne vous le répétera jamais assez. Merci Jean-Christophe. Et si vous pensiez que la compta était un sujet technique, je pense que vous voilà guéri. Alors Jean-Christophe, j'ai une question pour toi pour commencer la longue série des questions que j'imagine ne vont pas tarder. Comment est-ce qu'on trouve une équipe d'experts comptables, de commissaires aux comptes, capable de nous accompagner dans une logique de compta, version théorie des contraintes, qui nous aide à prendre finalement des décisions, parce que, je le rappelle, il y a des règles comptables, il y a des doctrines, il y a des plans comptables. On ne fait pas ce qu'on veut avec la compta qui est destinée finalement
à être déposé au greffe chaque année et qui sert de base à l'alias fiscal que l'on doit remettre à son autorité étatique, qu'on soit aux États-Unis, en Angleterre, au Zimbabwe ou en France. Comment est-ce que on peut trouver des gens capables d'aider les entrepreneurs vers une vision un petit peu plus holistique de la comptabilité? Je ne vois pas comment on peut le trouver actuellement en externe, donc je recommande de le faire en interne. Et je recommande de comprendre que l'expert comptable est un agent du fisc. Et donc, du coup, c'est normal qu'il vous aide à écrire votre compta d'une manière fiscale. L'expert comptable est un agent du fisc, c'est-à-dire que, en gros, il sait que si jamais il prend des mesures, enfin, il recommande à son client des mesures un peu, comment dire, limites vis-à-vis de la fiscalité, il va avoir à un moment ou à un autre un de ses clients qui va se faire prendre. Et à ce moment-là, le fisc qui va réaliser qu'il n'est pas, lui, expert comptable, un bon agent du fisc, et donc se mettre à contrôler l'ensemble de ses dossiers. C'est vrai dans ce cas-là, et c'est vrai aussi si l'expert comptable est un petit peu trop acariâtre à l'égard de l'agent du fisc qui vient contrôler un de ses clients. Donc, parfois, ça peut marcher, hein, être un expert comptable euh, un peu teigneux face au fisc, eh ben, ça peut donner l'idée au fisc qu'il vaut mieux pas aller gratter trop chez ses clients parce que globalement, la dernière fois qu'on l'a fait, on s'est fait tarter sur l'ensemble des procédures. Mais avant de réussir à décourager le fisc, il faut quand même un petit peu plus en général. Ou en tout cas, ça va prendre un peu de temps. Euh, donc, pour répondre plus complètement à ta question, euh, il faut probablement faire plusieurs comptas. Il faut probablement, du coup, travailler sur des logiciels qui permettent, à minima, redispatcher, de ventiler les charges dans des comptes qui sont souvent des comptes de comptabilité analytique. Donc, c'est aussi ça qui permet en fait d'avoir cette deuxième compta qui a un objectif différent. L'objectif de la première est de donner une évaluation au fisc de ce qu'on va devoir payer. La seconde, c'est ce qui vous permet à vous d'avoir une bonne vision de la situation dans laquelle vous êtes réellement. Ok, merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Frédéric fait une remarque qui est de dire que c'est une bonne définition de l'expert comptable et de la difficulté de trouver un prestataire pour le throughput. Ah, c'est vrai. Et il n'y a aucun. La façon dont Jean-Christophe exprimait les choses est plus une réalisation qu'une accusation hein, pour nos amis experts comptables qui sont les partenaires des entrepreneurs et de tous les chefs d'entreprise. Donc, il s'agit juste de comprendre qu'ils opèrent sous des contraintes qui Hmm. les amènent à vous recommander ce qui est la règle, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les paye aussi. Hmm. Euh, donc, l'idée, donc, Ils question ont une suivante. véritable incentive, et positive et négative, à respecter la règle fiscale. Et c'est souvent vers eux qu'on se tourne d'ailleurs quand on ne la comprend pas. Donc, qu'est-ce que tu fais comme différence entre la compta analytique et le contrôle de gestion du coup? Alors, écoute, pour moi, la compta analytique est un système. C'est-à-dire qu'on a, à chaque fois qu'on rentre une donnée en compta, elle va se mettre dans la compta et aussi dans la compta analytique. Souvent, ce qu'on met derrière le contrôle de gestion, c'est un travail qui est de récupérer les données de la compta et de les retravailler souvent avec un Excel. Donc, c'est souvent plus
des petits coups, enfin des petits éléments ça et là, et des analyses par opposition à la sortie d'une autre compta qu'est la compta analytique. Bon, c'est une façon de faire une distinction. En fait, il y a certainement dans les deux côtés des gens qui font de la compta analytique et qui font du contrôle de gestion grâce à ça, et des gens qui font du contrôle de gestion sur la base d'une compta analytique. Hein. C'est pas noir ou blanc. C'est juste une façon de. Mais c'est aussi une façon d'avertir sur le fait que Excel est un vrai problème. Hein. C'est d'ailleurs euh, Franck, alias Bernard, qui nous a alerté dessus il y a très longtemps, puisque en fait, euh, Franck produit l'ennemi du enfin, le killer d'Excel, en remarquant que à chaque fois qu'on va travailler sur Excel, on va produire un résultat qui va probablement pas être réutilisable au bout de 3 mois parce qu'on aura oublié la façon dont on a procédé, l'origine des données, euh, la, la, la façon dont on a mis en place les formules. Et du coup, on va en général refaire le tableau au bout de 3 mois plutôt que d'adapter celui qu'on avait fait. Et encore pire quand ça a été fait par quelqu'un qui n'est pas nous. Donc ça veut dire on arrête de capitaliser sur du savoir au lieu au contraire d'avoir un truc qui soit de plus en plus OK.